Salut mes chouchous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait un petit FAQ. On vous l'avait promis. Donc vous m'avez posé plein de questions. Je vais y répondre directement. Voilà. Sachez avant toute chose que je tiens à vous remercier du fond du cœur d'être présent dans ma vie, d'être dans ma communauté, parce que tout ce que j'apprends au quotidien, tout ce que je développe au quotidien, je le fais pour vous et grâce à vous, grâce à vos encouragements, grâce à vos partages. Chaque fois que vous partagez, que vous présentez, combien de fois les personnes viennent me voir en disant mon frère, mon cousin, ma belle-sœur, mon ami m'a recommandé à vous, j'ai adoré. Et donc merci parce que ça veut dire que vous avez du cœur et que vous partagez. Et ça veut dire on est bien sur la bonne communauté. Donc vraiment, je voulais vous exprimer toute ma gratitude. Voilà. On commence directement. On y va, on envoie la cam. C'est parti. Même si tu n'as pas pour l'habitude de commenter l'actualité, que penses-tu des élections présidentielles ? Alors, c'est vrai que c'est pas quelque chose que je fais parce que je trouve que le rapport à la politique est quelque chose de très personnel. Alors moi je vis en plus dans un pays étranger, donc je ne fais pas partie de ceux qui donnent des leçons aux autres alors que je n'habite pas en France. Par exemple, quand je vois tous ces sportifs qui se positionnent, qui gagnent des millions de dollars et qui se permettent de donner des leçons à ce que doivent faire les Français, je trouve ça un petit peu déplacé. Maintenant, je trouve dommage que notre élite politique n'est pas d'un plus haut niveau. Je pense que la France n'a pas besoin d'un énième politicien. Je pense qu'on aurait besoin d'avoir des gestionnaires, des vrais gestionnaires d'entreprise, des personnes qui ont fait leurs preuves dans le développement, parce que pour moi un pays doit se diriger comme une entreprise, avec tout son univers social et tout ça. Moi je suis d'orientation très libérale. Je pense que nous devons construire par nous-mêmes notre propre réussite, notre chemin, nos revenus. Par exemple, j'ai jamais été au chômage de ma vie. Donc, et je pense aussi que pour être dans une dimension sociale, il faut avoir un pays économiquement riche. Et je remarque que les présidents successifs n'ont fait qu'endetter la France et ne l'ont pas mis obligatoirement dans une ligne de compétition. Donc voilà ce que je pense de la politique. Vous savez, je vais vous partager un petit moment important. En 2005, avec deux associés, on avait une société de marketing politique et on a accompagné 17 personnalités politiques. 16 d'entre elles ont été élues et ça m'a dégoûté à vie de la politique. J'ai revendu mes parts. À l'époque, franchement, j'ai fait une belle opération. C'est la seule chose que ça m'a apporté d'intéressant. Mais en tout cas, je me suis rendu compte à quel point nos politiques ne sont absolument pas là pour nous aider ou pour réellement nous soutenir dans un projet qui est un projet bienveillant. Ils sont tous là, tous sans aucune exception. En tout cas, tous ceux que j'ai vus là au pouvoir sont là pour prendre le pouvoir et ce sont des assoiffés de pouvoir. Voilà. Et je trouve que la pauvreté politique dans laquelle on est tire profondément la France vers le bas. Et je trouve ça dommageable. Mais je peux vous garantir que j'ai vu ici, par exemple, moi vous savez que je vis en Israël, j'ai vu la qualité d'un leader. Il y avait un monsieur qui s'appelle Benjamin Netanyahou, que l'opposition a tout fait pour dégager, sauf que depuis qu'ils l'ont dégagé, le pays est au plus mal. Là, il y a des problèmes de sécurité au quotidien, les attentats ont augmenté de façon sévère et dangereuse. On n'en parlera pas dans les informations en France, mais un leader a vraiment le pouvoir de donner une vraie puissance à un pays. Et voilà, et je pense que d'abord il y a une consanguinité de nos élites qui est très importante, ils viennent tous des mêmes cercles de formation. Et voilà, je suis pas franchement hyper enthousiaste quant à la prochaine personne qui arrivera. Et puis on arrive toujours dans les mêmes phénomènes en fait, avec le président qui est présent ou quelque chose d'un peu entre deux, et puis un extrême, et on passera pas à l'extrême, donc il va y avoir certainement un nouveau mandat pour Emmanuel Macron. J'espère simplement qu'il fera mieux. Voilà. Salut David, merci pour ta fac, merci. Une question toute bête, pourrais-tu revenir habiter sur Paris ? Non.
Ah, mais absolument pas. Je ne pourrais plus vivre en France pour un tas de raisons. D'abord pour la qualité de vie que j'ai ici, parce que, et même si je suis normand, vous savez que quand j'étais petit, en tant que normand qui se respecte, tu dis c'est l'environnement, le fait qu'il y ait du soleil ou pas, ça ne doit pas changer ton point de vue. Et heureusement que je le pensais à l'époque parce que c'est une bonne façon positive de pouvoir bien vivre dans cet environnement. En revanche, depuis que j'ai goûté au fait de grandir dans un pays dans lequel il y a 300 jours de soleil par an, de vivre à côté de la mer, franchement, je reviendrai plus habiter à Paris. Voilà, je trouverai une autre destination et je déteste ce qu'est devenu Paris et la France. Et je m'y sens pas très très bien, en fait, en vrai. Donc je viens en France parce que j'y ai des affaires, je viens en France parce que j'ai des engagements vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis des stagiaires de mon école. Mais voilà, je prends de moins en moins de plaisir à revenir en France, sauf le fait de voir les personnes. Voilà. Donc non, je reviendrai plus jamais habiter en France, ça c'est une certitude. Je serais pas non plus tenté par le grand froid, je l'ai fait quand j'ai fait mes études au Canada. C'est rigolo les 2 premières années, mais la troisième, les moins 35, les moins 40, les moins 15, c'est un petit peu compliqué, mais il y a plein d'autres pays qui m'attireraient bien, ouais. En tout cas que je trouve beau. Nous ne voyons jamais ton épouse, a-t-elle une chaîne YouTube aussi? Non, elle n'a pas de chaîne YouTube. Mon épouse, son job, c'est de me supporter, au sens propre comme au sens figuré. Elle s'occupe beaucoup de tout ce qui est relations publiques au sein de la société. Et voilà. Et je ne suis pas partisan de ces personnes qui montrent obligatoirement toute leur intimité. Je trouve ça un petit peu indécent. C'est pas mon truc. Moi, je suis pas là pour vous montrer avec qui je vis ou ce que je fais. Moi, je suis là pour vous transmettre. Voilà. Ma raison d'être, c'est de transmettre. C'est pas de vous montrer à quel point j'ai une vie qui est géniale, même si je pense que j'ai une vie qui est géniale et que j'aime la vie que je me suis construite. Mais voilà. Mon but à moi, c'est de vous exhorter à donner le meilleur. Voilà. À vous transmettre mes connaissances, mes compétences, une partie de mes expériences. C'est pas de mettre en avant ma vie privée, dont tout le monde, je suis sûr, s'en fout. Voilà. Ça fait plus de 2 ans que nous n'avons pas eu d'audio de relaxation sur la chaîne. La prochaine est pour quand? J'écoute encore ta relaxation car c'est l'une de celles qui fonctionne sur moi. Eh ben écoute, ça c'est une très très bonne question. Parce que très 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 prochainement, d'ailleurs j'en ferai la promotion sur cette chaîne. Et si vous êtes enregistré sur davidlefrançois.com, si pas encore fait, allez vous abonner, vous avez des avantages, que vous avez 2 formations gratuites. Et puis surtout, vous êtes au courant de toute mon actualité. D'accord? Mais très prochainement, je vais organiser des soirées d'hypnose avec moi. Donc on va prendre un thème, ça pourrait être la confiance en soi. Et pendant 1h30, et dans ces 1h30, il y aura à peu près une bonne 40 minutes d'hypnose. Je parlerai de la confiance en soi, du thème de la soirée. Et je vous mettrai personnellement sous hypnose. La seule contrainte, s'il en est une, c'est que ce soir-là, que vous soyez au calme et que vous ayez des écouteurs pour pouvoir entendre des sons gauche-droite. Et donc j'ai préparé tout un matériel spécial là-dessus avec des musiques, des sons. Je me suis entraîné et on organisera des soirées d'hypnose. Et ce qui est intéressant, c'est que les tests ont montré que quand on participe en direct à ce genre d'exercice, ça fonctionne jusqu'à 3 fois mieux que quand on les réécoute. Donc très prochainement, voilà, vous aurez des relaxations neuro-hypnotiques avec moi et je vous ai préparé du très 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 beau contenu. Donc soyez aux aguets, ça va venir très 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 vite. Et en plus, je pense que ça peut être un bon moyen de vous faire passer des beaux messages. Vraiment. J'ai cru comprendre que tu ne faisais plus de coaching individuel. Puis savoir pourquoi. J'en profite pour te remercier de toute la matière disponible gratuite sur cette chaîne. Je peux pas parce que matériellement je peux plus. C'est-à-dire que j'ai gardé mes clients historiques. Je prends très rarement des nouveaux clients. Alors, je garde des clients en coaching parce que c'est important pour moi de garder un pied dans la réalité, parce que sinon on pourrait se transformer comme des espèces de gourous de l'information ou du développement personnel. Et je suis partie de ceux qui pensent que enseigner, transmettre les techniques et les méthodes de coaching doit se faire qu'à partir aussi d'une forme d'expérience. Donc
j'ai toujours des clientèles dans le monde de l'entreprise, pour beaucoup, c'est vrai, et du spectacle, donc certaines stars du show business, mais je peux plus le prendre matériellement. Et puis, en même temps, si vous allez sur institut-des-neurosciences.com, le site internet de mon institut, j'ai aussi un annuaire des coachs que j'ai formés et que je recommande. Donc il y a des personnes aujourd'hui qui sont de très très bonne qualité, qui ont fait leurs preuves, qui ont de l'expérience, et je trouve qu'il est important de partager avec eux, de transmettre. Et ils font, j'ai envie de dire, travailler avec eux, c'est comme si vous travailliez avec moi. Voilà, c'est vraiment de la grande qualité. Mais matériellement, je peux pas, parce que d'abord, les entreprises que j'ai de par le monde aujourd'hui me prennent beaucoup de temps. Voilà. Le fait de fabriquer des nouveaux contenus, des nouveaux programmes, ça me prend beaucoup de temps. Ma recherche me prend du temps. Plus de temps, mais ça reste aussi ma passion. Et puis à l'intérieur de tout ça, je dois faire quelque chose qui est important pour moi, c'est de prendre soin de moi. C'est-à-dire que quand vous avez une entreprise et que vous vendez des produits finis, vous devez prendre soin de l'entreprise, du stock. Mon entreprise, c'est moi. Je dois prendre soin de mon corps, de mon esprit, de mes émotions. Ça veut dire prendre le temps d'étudier, prendre le temps de travailler, prendre le temps de faire une démarche spirituelle, prendre le temps de faire du sport et d'être dans des démarches et puis surtout faire de la recherche. Donc la recherche me prend beaucoup de temps, mais grâce à celle-ci, ça me permet de sortir des programmes très avancés sur certains outils et d'enrichir aussi tout ce que je propose, c'est-à-dire ma formation de coach et tout ça. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle je n'ai plus le temps de prendre de nouveaux clients, et j'ai une liste d'attente assez longue pour ceux qui souhaitent être coachés. Voilà. Bonjour coach, je voudrais trouver ma voie. Avez-vous une solution ou peut-être en faire une vidéo? Mon chouchou, je pense que j'ai déjà fait pas mal de vidéos là-dessus. Okay. Maintenant, tu sais, il y a une chose que je voudrais vraiment vous rappeler et qui est essentielle. C'est-à-dire que moi, je fais pas partie de ces coachs qui vous disent vous devez impérativement avoir une vision, tout ça. Ta voix, tu vas la découvrir en te testant. D'accord? En travaillant sur qui tu es. Et ta voix, tu vas la découvrir quand tu prendras du plaisir à faire ce que tu fais, quand tu le fais, et que le plaisir à faire ce que tu fais permette à d'autres personnes de pouvoir en profiter. Alors, quand je dis ça, je parle pas simplement de développement personnel. Ok, les personnes qui ont dit ouais d'accord, il fait la promotion du coaching, tout ça. Non, pas du tout. J'ai un fromager ici à Tel Aviv. Il prend son pied, c'est-à-dire que quand tu vas chez lui acheter du fromage, il te fait découvrir ses derniers fromages. Le gars, il va chercher. Il a d'abord une équipe qui travaille avec lui qui est superbe, et le mec, il prend le temps d'aller voir des nouveaux fromagers, de tester des nouveaux fromages. C'est un passionné, le gars. Et quand tu achètes du fromage chez lui, t'achètes pas du fromage, tu vis une expérience, et je trouve que ça, c'est vachement sympa. Et il y a des personnes qui vendent du vin, il y a des personnes qui vont être des cordonniers ou des vendeurs de chaussures, qui vont faire exactement le même boulot. Et comme je dis toujours, la voie dans laquelle tu vas t'investir, c'est au fond un prétexte pour réaliser qui tu es. D'accord ? Donc, pour ça, c'est important d'essayer plein de choses et de te dire, tiens, soyez ouverts, plutôt que de vous mettre une pression infinie à savoir quel type de métier ou de vocation. Cherchez d'abord peut-être l'environnement dans lequel vous aimeriez évoluer. D'accord ? Quand on regarde, par exemple, un médecin, c'est quoi sa raison d'être ? Allez plus chercher la raison d'être. La raison d'être d'un médecin, c'est soigner. Vous savez, le nombre d'infirmiers ou de médecins, de personnes du secteur médical ou des ressources humaines qui viennent me voir pour venir se former au coaching, qui me disent, tu sais, moi, je suis rentré avec l'intention de soigner, d'aider, d'être présent à l'autre, ou pour des DRH, d'organiser, de structurer les ressources humaines, d'aider les personnes à grandir et à trouver leur place dans le monde de l'entreprise. Sauf que le système dans lequel j'ai grandi n'est plus approprié et ne me permet pas de vivre cette raison d'être.
Et donc, moralité, je me suis perdu à l'intérieur de ce système. Avec le coaching, je sais que je peux retrouver ça, parce que je vais retrouver ma raison d'être. Donc, plutôt que d'aller chercher la voie, le métier, d'abord, profondément, posez-vous cette question, c'est qu'est-ce que j'ai envie de laisser dans ce monde ? Qu'est-ce que j'aime faire ? Qu'est-ce qui me nourrit ? Qu'est-ce que j'ai envie de partager ? Voilà. Et qu'est-ce que je serais prêt à proposer ? Vous savez, ça va vous sembler bizarre. Moi, par exemple, j'ai un don pour la musique. J'ai ce qu'on appelle une oreille musicale. Et toutes les personnes m'ont dit, David, tu ferais vraiment te lancer dans la musique, c'est super, hein, prendre un instrument. J'ai des capacités dans ce domaine, et pourtant, je kiffe transmettre. Voilà. Et j'ai pas envie de transmettre la musique. Peut-être que j'apprendrai un instrument quand j'en aurai plus le temps, ok ? Et la vie est longue. Mais une fois encore, c'est important de dire, mais qu'est-ce qui me rend heureux dans la vie ? Qu'est-ce que je serais heureux de raconter à mes petits-enfants, d'avoir partagé avec eux, et de transmettre ? Voilà. Mais sachez une chose, c'est que l'être humain est un animal social. Et chaque fois, ça veut dire que chaque fois que vous irez en contact à permettre à l'autre de vivre une expérience intéressante, passionnante, ce qui se passe quand vous allez dans un très bon restaurant, ce qui se passe quand ces derniers temps j'ai problème de dos, très content d'avoir mon ostéopathe ou ma masseuse, ok ? Parce que grâce à eux et toute l'intelligence qu'ils vont mettre dans leurs mains, je peux être bien, quoi. Vous comprenez ? Donc c'est juste important de comprendre que vous avez certainement des qualités, des talents, et puis des rêves d'enfant. Donc parfois on se dit, moi dans mon rêve c'était d'être médecin. Peut-être ton rêve c'était pas d'être médecin, ton rêve c'était d'aider, de soigner, de soutenir, de soulager. Et dans ces cas-là, même s'il est trop tard pour reprendre des études assez longues, ce que je peux comprendre, il n'est pas trop tard pour trouver une vocation, une orientation qui te permettrait de vivre cette raison d'être. Voilà ce que j'ai envie de te donner comme conseil. Voilà. Vu que c'est une fac, que changerais-tu si tu pouvais remonter le temps à tes 20 ans ? Je me suis posé souvent cette question-là. Je pense que je changerais rien. S'il y a une chose que j'aurais améliorée, et en même temps, vous savez, il y a toujours cette logique de continuum, ok, sur la logique quantique, mais je pense que j'aurais bossé plus encore à l'université pour choper Harvard, que j'ai pas pu parce que ça m'a été refusé, et parce que je manquais de points, tout simplement. Donc je suis allé dans une autre université, qui était une université de qualité, hein, mais j'aurais bossé pour avoir encore des meilleurs résultats. Voilà. C'est la seule chose. Et encore, est-ce que si j'avais été à Harvard, j'aurais pas rencontré les personnes que j'ai rencontrées, j'aurais pas eu cette vie-là, et du coup, je serais passé à côté de toutes les expériences, les personnes que j'aime aujourd'hui. Donc, vous savez, Steve Jobs disait un truc très très beau, il disait la vie, c'est comme un dessin numéro, vous savez, ces dessins pour les enfants que vous avez des numéros et vous les reliez le 1, 2, 3 comme ça. Et une fois que vous avez relié tout l'ensemble, vous avez créé un dessin, une chouette, un chat, peu importe. C'est rarement un dessin exceptionnel, mais finalement la vie c'est ça. C'est que parfois on va vivre des expériences qui nous plombent la vie, on croit que ça nous sert à rien, mais finalement c'est grâce à cette expérience qu'on a rencontré la personne qu'on aime. Ok, donc franchement, moi je suis pas nostalgique du passé. J'aime la vie dans laquelle je vis, j'aime le monde que je me suis construit. Je regrette l'orientation que l'environnement planétaire prend, mais en même temps, j'essaie de donner ma part contributive en apportant de mes connaissances, de mes compétences, de ma vision du monde. J'essaye aussi un petit peu de mes valeurs, mais je pense que je changerai rien, vraiment pas. Voilà. Ok, je sais que tu es aussi psychosexologue. Ah, j'en parle pas souvent, c'est vrai, je suis aussi formé en psychosexologie. Je voulais savoir comment faire pour augmenter sa libido avec son mari. J'ai très peu envie et c'est assez dérangeant pour la relation. Eh bien écoute, d'abord merci de me poser cette question parce que ça demande du courage. Et puis, la notion de désir c'est quelque chose d'essentiel. Et une fois encore, quand on se marie ou quand on rentre en relation, la fougue de l'instant fait que on rentre dans cette espèce de
de frénésie, de désir de l'autre. Et c'est vrai qu'avec le temps, si on n'alimente pas le couple, et la sexualité en fait partie, il est possible qu'à un moment donné, notre libido baisse. Ce qui n'est pas un signe de manque d'amour pour la plupart du temps. Il y a plein de personnes qui disent non mais s'il n'y a pas de sexe, il n'y a rien. Non. On peut avoir une baisse de libido tout en aimant profondément notre partenaire. Mais, vous savez, la libido, c'est quelque chose qui est aussi dirigé par le cerveau. Et quand quelque chose n'est pas stimulé dans le cerveau, les connexions s'affaiblissent. Ok ? Donc, c'est important d'abord pour que tu retrouves du désir, il faut en faire ta priorité. D'accord ? Ça veut dire que il faut considérer que le désir, c'est quelque chose qui se construit. D'abord, qui se construit au quotidien à travers nos actes. Ok ? Combien de fois j'ai rencontré des hommes qui disaient, tu sais, ma femme, elle n'a pas envie, moi quand j'ai envie, elle est pas disponible. Bah ouais, mais tu t'es mal comporté toute la journée et t'attends qu'en appuyant sur un bouton, elle s'allonge et qu'elle écarte les jambes. Chouchou, il y a un problème. On vit plus au temps du Moyen-Âge. D'accord ? C'est-à-dire qu'une relation dans laquelle on prend du plaisir, on échange, on partage, favorise du rapprochement, de la tendresse, et la tendresse ouvre vers plus de sexualité et de désir. Donc d'abord, il faut considérer que ce désir ne se construit pas dans l'instant dans lequel on le veut, mais ça se construit tout le temps. La deuxième chose, c'est aussi vous donner de l'espace. Vous savez, on vit dans une société dans laquelle, à cause de ces petits engins-là, il se peut que trop souvent, on passe du temps ou bien devant des choses qui vont nous abrutir d'informations, la télé, certains réseaux sociaux, ou bien passer du temps sur les WhatsApp, sur les réseaux, mais on n'est plus en contact avec la personne que nous aimons. La dernière fois, avec mon épouse, on était à Dubaï, on regardait un couple, on était dans un restaurant très sympa, une ambiance très sympa, et il y a un couple qui était à côté là, et qui a passé la soirée, un jeune couple, hein, la soirée, chacun sur son téléphone. Qu'est-ce que tu vis de l'expérience qu'il a ? Donc, il faut considérer que si tu veux retrouver du désir avec ton mari, tu dois en faire la priorité. Après, mets du changement. Mets du changement. Vous savez, tout système, quel qu'il soit, une entreprise, une famille, une association, un couple, une société, tout système doit apporter entre 10 à 15% de nouveautés par an. Sinon, l'ennui va s'installer, et quand l'ennui s'installe, c'est mortifère. Donc pose-toi la question, quelles sont les choses nouvelles que tu pourrais faire en termes de sexualité, à travers des tenues, à travers des jeux érotiques, mais du fun, ok ? Et prenez le temps aussi d'explorer et de lire ensemble peut-être des choses, et puis de communiquer plus. Parfois, on est étonné de voir à quel point, dans l'univers de la sexualité, les couples entre eux ont des tabous et n'osent pas dire les choses. Voilà. Donc, commencez à parler fantasmes, commencez à parler désirs, et échanger autour de ce que vous pourriez faire de nouveau ensemble pour que le désir revienne. Et tu vas voir que si tu ouvres cette boîte-là, ok, il y a de grandes chances que, d'abord, tu aies des surprises, et puis tu accueilles, tu apportes de la nouveauté à travers les tenues, à travers les choses. Et vous savez, je suis surpris souvent, alors je dis pas que c'est ton cas, hein, mais je suis surpris souvent de voir à quel point les êtres humains sont d'une rare pauvreté en termes de connaissances sur la sexualité, sur l'anatomie de l'autre, sur ce qui est possible à faire, sur la qualité des différents orgasmes qui existent, sur comment faire monter le désir chez l'autre, comment le ralentir. Parce que quand on commence à explorer ces dimensions-là, on s'intéresse à un monde qui est juste fantastique, et on peut facilement, j'ai bien dit facilement, relancer la libido dans un couple. Voilà ce que j'ai envie de te dire. Mais rien n'est jamais perdu, et c'est bien de le conscientiser, parce que trop souvent il y a des personnes qui vont considérer que la perte de libido est normale, alors que non, c'est pas normal. Le désir, la sexualité, c'est quelque chose qui doit s'installer, et qui est aussi un ciment du couple. D'accord ? C'est important. Ok, comment sortir d'une relation avec un pervers narcissique sachant que j'ai 2 enfants et qu'il est violent ? Ok, alors,
quelqu'un qui est violent, d'abord, il faut faire cesser les violences. Et s'il est violent, ça veut dire que tu es en danger. D'accord ? Il y a trop souvent des personnes qui n'osent pas passer à l'acte de la plainte et d'aller jusqu'au bout d'une démarche parce qu'elles ont peur, justement parce qu'il y a les enfants. Mais je veux t'alerter sur une chose, c'est que d'abord tu es en danger. Parce que dans sa violence, il n'est pas à l'abri un jour de frapper une fois trop fort. Il y a trop de féminicides par an et trop de femmes qui ou n'ont pas osé, ou ont eu peur et ont eu honte aussi de faire cette démarche. Alors écoute-moi, aucune femme au monde n'a le droit d'être frappée par son mari. Aucune personne au monde n'a le droit d'être violentée dans sa relation. Surtout dans une relation qui est censée être une relation amoureuse. Et que aujourd'hui, pour ta protection et de la protection de tes enfants, tu te dois de faire une démarche qui le stoppe complètement. Alors je sais que ce que je dis là peut sembler facile à dire et difficile en même temps à entendre. Mais quelqu'un qui te frappe et qui en arrive à être violent, même si derrière, et je suis sûr à 100% qu'il doit te dire qu'il s'excuse et qu'il t'aime, eh ben on ne frappe pas une personne qu'on aime. Jamais. Quelqu'un qu'on aime, une personne qu'on aime, on la protège. On prend soin d'elle. On fait tout pour que justement, elle soit écartée du monde violent dans lequel on vit. On ne devient pas nous-mêmes source de violence. Je sais que ce changement est difficile à incorporer, je sais que tu as peur. Mais il existe des services sociaux qui peuvent t'aider et que tu dois contacter. Et tu dois faire une démarche qui est une démarche judiciaire pour arrêter ces violences. Parce que quelqu'un qui est capable de s'en prendre à toi, il sera capable un jour de s'en prendre à tes enfants. Parce que ça veut dire qu'il n'a aucune conscience de l'autre et que c'est pas simplement te protéger toi qui est essentiel, hein, mais protéger également tes enfants. Tu dois faire une démarche judiciaire et tu dois quitter au plus vite cette personne. Voilà. En tout cas, c'est la première démarche à faire. Et après, si lui engage des démarches de changement et qu'il change réellement, je dis pas pourquoi pas, même si j'en doute. Mais la première des choses, tu sais, quand tu fais les stages de la Croix-Rouge pour faire du secourisme, la première chose qu'on t'apprend, c'est de te dire tu dois te protéger toi-même. Tu te protèges toi-même et ensuite tu vas aider les autres. Mais s'il est sur le lieu d'un accident, sans réfléchir, tu y vas, tu aides, tu te mets toi-même en danger et du coup tu n'auras plus la force, ni l'intelligence, ni la conscience d'aider les autres. D'accord ? Donc la première des choses, c'est que tu dois te protéger. Te protéger, c'est mettre en place une démarche judiciaire et s'assurer que cet homme ne puisse plus jamais être en contact avec toi pour te taper. Voilà. Et dans sa perversion, il te dira certainement que c'est ta faute. Écoute-moi bien. Ce n'est pas de ta faute si ce débile mental lève la main sur toi. Parce que s'il lève la main sur toi, c'est que c'est un débile mental. Ok ? Alors, il y en a qui vont dire « Oui, mais c'est un homme qui souffre. » J'en ai rien à foutre. On ne tape pas sur une femme. Jamais. Celui qui fait ça, c'est un lâche, mais qu'il aille en prison direct, quoi. D'accord ? Tu n'as pas de pitié, tu n'as pas à avoir honte, et encore moins de te sentir coupable. Donc va direct à la police, contacte les services sociaux les plus proches, ils vont t'aider. Il existe des associations en France qui peuvent t'aider, mais fais des démarches rapidement avant qu'il soit trop tard et que quelque chose de dramatique se passe. Ta vie est en danger, mais c'est aussi celle de tes enfants. Et écoute-moi bien, tu mérites beaucoup mieux que ça. Ok ? Je sais que quand je te dis ça, il va y avoir une vague de peur qui va s'accompagner de tout ça. Que tu vas passer par des moments difficiles. Mais au final, rien ne sera mieux que de t'éloigner de ce genre de personnage et de reconstruire une vie avec une personne qui t'aimera à la hauteur de ce que tu es et qui prendra un soin de toi. Et là, tu auras compris à quel point non seulement cet homme ne t'aimait pas ou t'aimait mal, mais à quel point tu peux être heureuse dans une belle relation. Voilà ce que j'avais envie de te dire et j'espère que ces mots vont t'aider. Voilà. Allez, dernière question. Tu penses quoi du conflit en Ukraine et que penser des Russes ? Bon, d'abord, je suis très 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 triste de ce qui se passe. Pour deux raisons, parce que d'abord, j'ai des personnes que j'aime dans les deux côtés. Moi, je continue à faire des études en Ukraine. Je développe aussi des business et j'ai des personnes que j'aime en Russie.
Donc c'est très très dur. J'ai mis, vous le savez, une très belle campagne en place. On a récolté beaucoup d'argent. On a récolté plus de 120 000 euros qu'on a reversé à des associations pour l'Ukraine, à 3 associations notamment. Et ça, c'est grâce à vous, donc j'en profite pour vous remercier parce qu'on a fait vraiment du super travail. Et je pense que la base de tout ça, c'est l'OTAN. L'OTAN, qui est une association qui est censée être une association de paix mondiale, c'est celle qui attise le plus le feu. Et je déteste profondément cette association qui, sous des couverts de bienveillance, attise le feu partout. Et que si Poutine a profité de clôturer sa guerre, parce que ça faisait un petit bout de temps, depuis 2014, cette guerre est enclenchée avec l'Ukraine, et il avait envie d'aller jusqu'au bout, il attendait qu'une seule excuse de pouvoir le faire, qui lui a été donnée par l'OTAN. Je pense que Zelensky est une espèce de poupée des Américains, qui sont les grands profiteurs de tout ça, parce que vers qui le monde entier va se retourner pour avoir les ressources que la Russie ne va plus livrer, c'est les Américains. Donc je pense que tout ça se fait dans un jeu de manipulation mondiale qui est un hold-up organisé. Voilà. Je pense que, aussi choquant cela puisse paraître, Poutine avait des raisons de pouvoir le faire, parce que les personnes de l'OTAN n'ont pas respecté les accords et les engagements qu'ils avaient vis-à-vis de lui. Donc on a permis à cet homme de pouvoir être dans une réaction excessive. J'espère qu'il n'ira pas jusqu'au bout de ce qu'il va dire et que la paix va s'installer et qu'il va retrouver la raison et qu'il y aura un terrain de paix et d'entente qui va s'installer. Je prie tous les jours. En attendant, on aide les réfugiés ukrainiens, les réfugiés russes aussi. Il y en a aussi des deux côtés. Et je prie régulièrement pour que tout ça se passe. Maintenant, que penser des Russes ? La plupart des Russes, en tout cas tous ceux que je connais, ne sont pas en accord avec cette politique de faire la guerre en Ukraine, okay, contrairement à ce qu'on pourrait le croire. Okay. Alors, c'est comme tout, vous allez avoir des personnes qui vont être pro-Poutine et d'autres pro-Poutine, il y en a plein qui sont contre ça. Mais je pense qu'il faut qu'on fasse attention, d'abord parce qu'on n'a pas toujours toutes les informations, et que aujourd'hui on vit dans un monde de la désinformation, mais je pense que nous n'avons pas le droit de maltraiter en tout cas d'avoir une espèce de racisme russe, parce que ce serait complètement stupide. Voilà. Il y a des personnes, il faut, et c'est important, vous savez, de faire la distinction entre la politique d'un dirigeant, okay, quel qu'il soit, okay, et son peuple. Parce que parfois, tout le monde n'a pas la possibilité de parler ou de dire les choses. Et je vois des Français qui disent, qui font des leçons de morale à des Russes, mais sachez que les Russes qui vont dans la rue, d'abord ils font 10 ans de prison pour manifester contre Poutine, ils font 10 ans de prison, ou alors ils sont exécutés, ou ils disparaissent. D'accord ? Donc quand vous vivez dans ce genre d'atmosphère, vous posez la question à 2 fois avant de manifester. D'accord ? Donc c'est important de comprendre que on ne peut pas juger d'un pays tant qu'on n'a pas vécu là-bas. Mais moi je peux vous garantir que tous les Russes que j'ai rencontrés, tous sans aucune exception, étaient des gens sympathiques, aimants, humains, et qu'ils avaient envie de partager aussi avec le monde. Donc je n'ai pas cette vision des Russes méchants, ça n'existe pas. En tout cas, pas aucun de ceux que j'ai rencontrés. Je crois que ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie nous dépasse tous, parce qu'il y a des enjeux dans lesquels on n'a pas connaissance, nous le peuple, comme dans tous les grands conflits de ce monde, et qu'il nous appartient d'être prudents. Par contre, il nous appartient aussi d'aider les plus démunis et ceux qui sont défavorisés par cette guerre. Ce que nous avons le pouvoir de faire. Pour le reste, Dieu jugera. Voilà. Je vous aime. Mettez-moi dans les commentaires si ça vous plaît que je réponde à ce genre de questions. Juste pour savoir si j'en fais plus et plus souvent. Et moi, je vous retrouve très prochainement pour des vidéos très sympatoches. Voilà. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une très 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 grande réussite.